Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Nous allons vivre ensemble ce soir un pièce à conviction exceptionnelle. Nos invités sont les journalistes, nos confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Vous les connaissez. Ils étaient partis en Afghanistan pour pièce à conviction. Ils n'avaient pas pu aller au bout de leur reportage. Ils ont été enlevés par des talibans. C'était le 30 décembre 2009. Votre captivité aura duré 547 jours. Vous avez été libérés le 29 juin dernier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. La question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous allez? Je me tourne vers vous d'abord, Stéphane. Comment allez-vous? Tout va bien. On a mis à profit ces mois pour faire un petit tour de France de remerciements de la famille, des proches, du comité de soutien et des anonymes. La vie quotidienne reprend son cours, donc tout va bien, oui. Et vous, Hervé? Oui, ça va, merci. Un mois de juillet fou, hein, plein de, évidemment, mobilisé sur le front des médias, mais aussi avec la famille, les proches, mon ami. Et puis le mois d'août, enfin tranquille, des vacances. Et puis de nouveau, j'ai replongé dans le travail pour faire cette émission, parce que nous tenions vraiment à ce que nous avions tourné il y a presque 2 ans. Eh bien, il y ait un résultat qu'on vous montre l'Afghanistan il y a 2 ans, l'Afghanistan aujourd'hui. Vous vouliez dire quelque chose vis-à-vis de ces soldats français dont on va parler? Oui, tout à fait, parce que nous les avons suivis il y a 2 ans. Moi, j'en ai revu il y a quelques jours encore. J'ai aussi vu des familles endeuillées et nous voulions rendre hommage aussi dans cette émission à tous les soldats qui ont été présents en Afghanistan, qui sont présents en ce moment, qui seront présents à l'avenir jusqu'en 2014, parce que ils font un sacré travail et ce n'est franchement pas facile là-bas. Alors dans cette émission, évidemment, on va d'abord découvrir le reportage que vous tourniez au moment où vous avez été enlevé. C'est une chance d'avoir pu récupérer ces images? Oui, en fait, récupérer, pas tout à fait. Lorsque nous sommes partis seuls sans l'armée française en Capissa ce jour du 30 décembre 2009, eh bien, nos 23 heures de rush étaient stockées dans notre chambre en toute sécurité. Et c'est pour ça que ces images ont pu être récupérées. C'est donc votre témoignage à tous les deux sur le travail des soldats français en Afghanistan, dans la vallée de Kapisa. C'était il y a 2 ans. Premières impressions, premier contact avec l'Afghanistan, c'était il y a presque 2 ans. Cela me semble si loin et si proche. La base de Bagram, un petit morceau d'Amérique en pleine Asie centrale. 25 000 hommes, des avions, des hélicoptères qui se croisent dans un étrange balai et quelques centaines de soldats français en transit, comme nous. Pour se rendre dans la province de Kapisa, il faut reprendre un hélico. Ça n'arrête pas ici, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. 10 à 15 minutes de vol, à peine. Les hommes embarquent pour rejoindre leur base, Nijrab ou Tagab. Ils vont y passer 6 mois. Ce que nous voulons, les accompagner, vivre avec eux pendant 4 semaines, montrer et comprendre ce que font vraiment les soldats français en Afghanistan. J'ai le sentiment d'être dans un film. Ces images, il me semble les avoir vues 100 fois. Des montagnes arides, brutes. L'Afghanistan, cela fait 25 ans que j'en rêve. Là, j'y suis. C'est palpable, à ma portée. La base de Nijrab, la voici. Autour, des montagnes, 3000 mètres d'altitude. Les Français vivent dans ce camp retranché. Dès le lendemain, première opération. Ici, les journées commencent tôt, très tôt, souvent à l'aube. En Afghanistan, sortir du camp, c'est déjà se mettre en danger. Nous prenons la route entre la base de Nijrab et celle de Tagab. Malgré les apparences,
Nous ne sommes pas dans une vallée isolée, mais sur l'axe principal de la province de Kapisa, sous la menace permanente des talibans. Des démineurs sont déjà passés il y a quelques minutes. Mais les hommes que nous suivons vérifient une deuxième fois. Ils cherchent une mine, une bombe, que la route ne soit pas piégée. Tout le monde est aux aguets, tendu. Qu'est-ce qui peut se passer sur cette route-là? On va dire de tout, on ne sait pas. Là, vous sécurisez la route parce qu'il y a des convois qui vont passer pendant la journée, c'est ça? C'est ça, donc en fin de compte, nous on ouvre, on sécurise le convoi, on va se mettre en appui un peu plus loin, et une fois que la route est sécurisée de par plusieurs points d'appui, le convoi peut passer. Ça veut dire qu'aucun convoi ne passe sur une route d'Afghanistan sans être sécurisé. On part pas comme ça. Tout à fait. Jamais. Jamais. Notre mission, elle est là. Ensuite, il faut prendre position sur les hauteurs de la route. Un point d'appui, comme disent les militaires, pour mieux surveiller les alentours. J'observe tout mouvement. Tout le mouvement. Tu peux être suspect? Non, faut faire attention. Mais finalement, qu'observe-t-on? Nous ne voyons rien, juste des montagnes, des rochers, quelques villageois, une route en contrebas et un convoi qui apparemment roule tranquillement dans la vallée. À ce moment, nous nous posons même la question: n'en font-ils pas un peu trop? La réponse arrive sèchement. Nous sommes en place ici depuis à peu près 10 h du matin. Il est 16 h, donc ça fait 6 heures qu'on est en place et évidemment on a été repéré par des talibans. Il y a eu des ripostes du côté français, il y a quelques tirs sporadiques du côté taliban, du côté afghan, peut-être des snipers. Et donc pour l'instant on reste en position et on voit ce qui va se passer. 5 minutes plus tard, l'ordre tombe. On dégage. Mais les talibans ne vont pas nous lâcher. Pour ce jeune caporal, c'est le baptême du feu. On est pas visuel là. C'est pas visuel ce véhicule derrière. Le soldat riposte, à l'aveugle. Retour à la base, sans casse, les talibans ont frappé comme d'habitude. Les coups viennent du même endroit, les wadis à chaque fois. Les gens ont bien riposté et tout le monde est rentré. Un peu plus tard, à l'abri, au chaud, nous retrouvons le jeune caporal qui a tiré pour la première fois. Il a tout juste 20 ans et garde la tête froide. Vous avez eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Disons que la première balle qui a sifflé juste avant qu'on prenne le convoi, elle m'a fait réagir et prendre conscience que voilà, on est vraiment dans un pays où faut faire attention, faut faire gaffe. Tout peut arriver, quoi. Tout peut arriver. C'est donc ça la guerre en Afghanistan. Pendant des heures, il ne se passe rien. Et soudain, des coups de feu, des roquettes tirées par un ennemi qui surprend mais qu'on ne voit jamais. Et puis à nouveau le calme, total. Mais les talibans sont là, toujours. Cette route que les Français sont censés sécuriser traverse la province de Kapisa. Nous avons voulu en faire le cœur de notre reportage. Baptisée l'axe Vermont, elle relie les ports du Pakistan à la grande base américaine de Bagram au nord de Kaboul. Une bonne partie de l'approvisionnement de la coalition passe ici. Elle a été financée par les Américains, 50 millions de dollars. Ce jour-là, nous accompagnons le lieutenant Houghton, très fier des travaux réalisés. Naturellement, les talibans essayent de perturber les travaux, parce que ça, c'est le progrès. C'est important pour les gens d'ici.
qu'ils en profitent et qu'ils comprennent que les talibans ne peuvent pas leur offrir cette route goudronnée, mais que le gouvernement, lui, en est capable. C'est le symbole parfait du progrès dans la région. Gagner les cœurs et les esprits, l'ambition de la coalition. Cette route doit aussi aider les villages à se développer. Le lieutenant Houghton fait attention aux moindres problèmes. Ils l'ont mal construit. Si l'eau passe à l'intérieur, le mur va tomber. Vous, les Américains, vous payez pour ça? Toi, tu t'y connais? Viens voir. L'eau est arrivée et ça commence déjà à se dégrader. Tous les murs vont tomber. Je vous assure qu'on va en parler aux sous-traitants. Merci beaucoup. On vérifie tout. C'est dur parce qu'en Afghanistan, comme vous voyez, on ne peut pas être sur les chantiers tous les jours. Nous dépendons des villageois pour nous tenir au courant de ce qu'il se passe. Vous avez besoin d'informations? Oui, absolument. Mais pour le lieutenant, difficile de savoir dans quelle direction penche le cœur et l'esprit de ces villageois. Ce matin-là, sur la base, ça bouge. Ils sont plusieurs dizaines. Des chasseurs alpins du 13e bataillon de Chambéry. Nous partons avec eux. C'est une grosse opération ou c'est une opération moyenne? Je sais pas en fait. Vu le nombre de VAB, ça a l'air déjà assez conséquent. Hein. Ça dure 3 jours, 2 jours et demi? Ouais, on n'a pas d'horaire exact en fait, de retour. C'est souvent comme ça. Le secret. Le colonel Ponce est le chef de l'opération. Avec lui, nous comprenons que dehors, nous sommes déjà attendus. C'est le drone qui tourne au-dessus là. Qui a repéré des gens? Ouais. On sait que de l'autre côté de Wadi, là, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. Ah oui. Du monde, des talibans. Il s'agit d'attirer l'attention des insurgés. Une rencontre entre les vieux sages d'un village et des soldats français est prévue plus bas dans la vallée. En Afghanistan, on appelle ça une choura. Et pour que cette choura ne soit pas attaquée par les insurgés, il faut faire diversion. Nous sommes donc comme un pot de confiture pour les abeilles. Bien là, hein? Oui. Il faut ça. C'est important le confort? Disons que oui, ça permet d'être à l'abri du vent, du froid et surtout des coups. Quoi. Et les coups ne se font pas attendre. Mettez-vous dans le campagne là. Rentrez dans le merdier là. On rentre. C'est quoi? Tir avec quoi? Mortier de 82. Mortier de 82? D'accord. Combien ils en ont envoyé là? Il y a eu 3 départs de coups. Enfin là le 4e, mais bon, ils ont entendu. Hein, donc, soit c'est un incident de tir, il s'est pris sur la gueule. Tant mieux pour lui. On l'aura déjà entendu atterrir. Donc il y a 3 obus qui sont arrivés. Ouais. Ils règlent leur tir petit à petit. La nuit tombe, c'est une bonne nouvelle. Les talibans n'y voient plus rien. En revanche, avec leur visée nocturne, les Français vont tenter de les repérer. Nous n'avons pas pu exactement localiser le départ de coup. Et actuellement, deux hélicoptères Tigre ont rejoint très rapidement la zone pour nous aider à éventuellement localiser le mortier qui a tiré. C'est une situation qui est complexe. Nous sommes face à la vallée de Bedraou où les insurgés vivent au milieu de la population, donc ce qui rend la situation effectivement très difficile. La nuit a été calme et au petit matin, les soldats français décident de pousser leur stratagème encore plus loin. Leur but est d'attirer les talibans le plus longtemps possible pour que la fameuse choura se déroule tranquillement. On va pas trop loin, les gens restent postés, ils ouvrent les yeux et si vraiment ça va pas, à ce moment-là on décrochera.
Devant nous, la section se déploie. L'art de tromper l'ennemi en limitant les risques. Qu'est-ce qui se passe là concrètement? Concrètement, la première section va se mettre en appui pour permettre la deuxième section. Ensuite, franchir le wadi. Et là, sur les hauteurs, ça va permettre de renseigner le maximum. Pour ceux qui sont partis en bas. Voilà, c'est ça. D'accord. Aller titiller les talibans sans les combattre, juste faire diversion, c'est beaucoup d'énergie dépensée, des heures d'attente. Mais ce genre d'opération protège les assemblées locales contre les attentats. Et tout à coup, les obus recommencent à pleuvoir. Il est tombé où celui-là? Juste en dessous là. Les talibans sont là, toujours prêts à frapper, même aux abords de la route principale de Kapisa. Cette opération nous montre aussi que vous ne tenez pas du tout cette route, qu'elle est toujours perturbée, qu'elle est toujours harcelée, alors que c'est un axe économique essentiel dans la région. Alors ce n'est pas encore un axe économique essentiel, mais l'idée est justement d'apporter plus de sécurité sur cette route. C'est tout l'enjeu de notre mission ici. Mais on est loin du compte. Alors je ne sais pas si nous sommes loin du compte, mais nous travaillons pour en tout cas. Combien de temps vous vous donnez pour sécuriser cette route, pour qu'elle soit enfin un axe économique viable? Écoutez, moi je ne suis pas absolument pas en mesure de vous répondre à cette question. C'est difficile, c'est compliqué comme travail? Oh, c'est un travail complexe. Si c'était simple, le problème aurait été réglé depuis longtemps et nous ne serions pas là. Quelques jours après ce tournage, nous quittons l'armée française. Le 30 décembre 2009, nous voulions interviewer la population locale qui vit près de l'axe Vermont. C'est sur cette route, à quelques kilomètres de la base française de Tagab, que nous sommes enlevés avec nos 3 accompagnateurs afghans par un groupe de talibans. Deux ans plus tard, je veux revoir des anciens soldats d'Afghanistan. Ils ne sont pas nombreux à accepter de parler. À Saint-Étienne, l'un d'entre eux veut bien nous recevoir. Gabriel? Bonjour. Bonjour, enchanté. Ce jeune caporal-chef a quitté l'armée l'été dernier. En décembre 2009, nous étions au même moment sur la base de Nijrab. Aujourd'hui, ses souvenirs de combat sont toujours intacts. Moi, dès qu'on sort, on sait qu'on peut très rapidement se faire tirer dessus. Il y a des fois, très tôt le matin, on a à peine le pied dehors, en dehors de la FOB. Donc de la base? Donc de la base, qu'on se fait, que ça tire. Hein. De cette guerre, il a rapporté une vidéo, une fusillade avec les talibans. Là, on allait fouiller des habitations suspectes. Pourquoi? Ils sont susceptibles d'avoir des armes, des explosifs, donc voilà, par rapport aux renseignements qu'on a, on va vérifier ça. Donc voilà, c'est moi qui viens de passer. C'est vous là? C'est moi qui... Avec le sac à dos là? Non, je suis grand, mais je me baisse bien là. Donc voilà, c'est ça. C'est au moment là où on est derrière notre mur, là, à l'abri. Là, vous avez peur à ce moment-là? Là, oui, on a peur parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où ils vont aller. Les talibans sont visibles ou sont pas visibles? Vous les voyez à ce moment-là? Non, là on les voit pas parce que c'est cloisonné, donc comme vous voyez les murs de partout, les maisons, c'est hyper cloisonné, donc c'est pas évident de les voir. Et ce qu'il faut faire attention là, c'est bien garder, avoir une attention permanente et il peut y avoir dans toutes les directions. Perdu ou pas? Ouais, mais il y a un moment, je me rappelle ce jour-ci là, où je me recevais de la terre sur la tête. C'était quoi? Et en fait, c'était un insurgé qui devait tirer, qui devait nous tirer dessus. Et donc, le mur au-dessus de ma tête. Et voilà, je me recevais de la terre. C'était les balles qui tapaient le mur. Sur le mur, en fait. C'est ça. Et ça, c'était à combien de vous? À quelques centimètres? Un mètre, ouais. Les talibans scrutent vos faits et gestes, vous épient sans cesse et savent exactement quand vous sortez de la base et quand vous allez rentrer de nouveau dans la base? Ce qui est sûr, c'est qu'on est observé par tout le monde, par tous les villageois. Il n'y a pas de différence entre les insurgés et le simple villageois. Ça veut dire que voilà, derrière chaque individu, il peut, c'est potentiellement un taliban ou un insurgé.
Est-ce que l'armée française contrôle la province de Kapisa ou pas? Franchement, la vallée, la vallée, non, c'est sûr que la France, non, ne contrôle pas la vallée de Kapisa dans sa totalité, en tout cas. Elle contrôle quoi? Elle contrôle juste les fragments de la vallée, des parties qui sont proches des axes et proches des Des fragments tout le temps ou par moment seulement? Alors là, je pourrais pas vous répondre à ça, je sais pas. Vous étiez sur place? Oui, je sais bien. Mais non, ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas là, la sécurité n'y est plus. Vous n'êtes pas optimiste? Non, pour le pays, non, franchement. Après ce que j'y ai vu, non, je suis loin d'être optimiste. Gabriel se souvient aussi de l'atmosphère sur la base française après notre enlèvement par les talibans. Alors dans le camp, il y a une grosse effervescence suite à votre enlèvement. Beaucoup de sorties, beaucoup de checkpoints et barrages sur les routes pour essayer de vous localiser si jamais vous passiez dans un de ces véhicules. Il y avait encore plus de risques pour vous? Il y avait une colère aussi parce que ça vous mobilisait beaucoup? Oui, il y a peut-être une colère des grands chefs, mais nous, à notre niveau en tout cas, c'est sûr que voilà, quand on vous fait sortir à point d'heure pour aller faire des checkpoints, que vous sortez beaucoup plus qu'avant, même si on veut retrouver les journalistes, au bout d'un moment on s'amuse, et c'est vrai que bon... Au bout de combien de temps? Est-ce que ça a duré longtemps? Oui, ça a duré longtemps, donc au bout de quelques semaines, les gens commencent à se fatiguer un peu, c'est que les militaires sortaient beaucoup, donc ils dormaient peu, on sortait la nuit, on restait le jour, donc en permanence on était sur le terrain. À l'époque, un autre homme était lui aussi en première ligne en Afghanistan, l'ancien ambassadeur de France à Kaboul. Monsieur Damécourt, bonjour. Hervé Guéquière, enchanté. Ça faisait longtemps que je voulais vous voir. Jean Damécourt était au cœur de la négociation. Aujourd'hui à la retraite, il nous reçoit chez lui à Paris. C'était du renseignement humain ou c'était un drone qui nous a repérés? Les deux. Les deux? Le diplomate a été prévenu quelques heures après notre enlèvement. Donc je me doute bien. Ça a été quoi votre première réaction? Merde. Une tuile. Oui, d'autant plus que... Jean Damécourt m'explique qu'une opération commando pour nous libérer, très risquée pour nos vies, n'était qu'un ultime recours. La priorité, c'était le dialogue avec les ravisseurs. On peut regarder, parce que ça c'est le tout début, cette vidéo où vous rencontrez en fait des représentants des services secrets afghans. Sur ces images, Jean Damécourt quitte l'ambassade sous haute protection. La voiture est bien sûr blindée. Elle est même sérieusement blindée, mais enfin, cela étant, s'il y a une bombe qui explose en dessous, hélas, j'ai la tristesse de vous dire que nous serions réduits en poussière. Le diplomate fait le point avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Hanif Atmar, qui est déjà en contact avec les ravisseurs. À ses côtés, 2 membres des services secrets afghans. J'ai fait passer le message. Il faut garder une certaine discrétion dans les médias à propos de vos 2 otages. À partir du moment où on fait de la publicité autour de cette affaire, cela exacerbe l'intérêt à propos des otages et cela rend difficile la prise de décision indépendante. On a travaillé très étroitement avec les services afghans. Mais l'essentiel, la plus grande partie des informations est venue directement des services français. D'accord. Essentiellement quand même les services français, oui, beaucoup plus que les services afghans. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement des moyens techniques qu'ils n'ont pas. Et aussi une meilleure expérience de ce type d'expérience? Et une beaucoup plus grande expérience de ce type d'affaires. Oui. Les discussions vont être longues et laborieuses avec 3 interlocuteurs. Les talibans en Kapisa, leurs chefs à Peshawar et à Quetta, au Pakistan voisin. En fait, les messagers qui passent de l'un à l'autre
doit passer en territoire où se passent des combats, quand on regarde le cas, aussi au Pakistan. Et au Pakistan également, et qu'ils doivent en plus s'assurer qu'il y ait une parfaite coordination entre les 3 instances de décision. C'est pour ça que c'était si long? Oui. Est-ce qu'on peut se dire que quand ça se décante pas très vite, après, on peut s'embourber très longtemps? Oui, je crois que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on essaie au début d'accélérer au maximum les choses. Vous avez eu des moments de découragement dans cette histoire? Oui. Quand et pourquoi? Oh ben, on a eu des moments de découragement quand on arrive presque à l'objectif qui est un accord et la libération, et puis qu'on s'aperçoit que ça ne va pas marcher. Ça, c'est quand même extrêmement décourageant. Concrètement, on aurait pu être libéré quand? C'était tout près d'un accord quand? Moi, je pense que en décembre dernier ou début de janvier de cette année, vous auriez pu être libéré. Et ça ne s'est pas fait? Et ça ne s'est pas fait. Ça traîne encore 6 mois. Pourquoi? Il y a eu une série de va-et-vient dans lequel on croyait toujours avoir un accord, et puis on s'apercevait que finalement l'accord ne prenait pas. Mais l'accord qui est intervenu à la fin était pratiquement sur les bases de l'accord de départ. C'est-à-dire à la fin de l'année 2010. Oui, donc finalement, il y a 6 mois qui sont perdus, on va dire, pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Mais on n'y peut rien. Tiraillement entre talibans. Absolument. C'était quelque chose qui nous échappait totalement. Alors c'est pas un bloc, les talibans, ça? Absolument pas. Quand il y a une prise d'otage, ça veut dire qu'il y a une demande de rançon, une demande pour les talibans de libération de prisonniers talibans. Qu'en était-il pour notre affaire? On parle jamais des conditions de la libération. Et il y a 2 bonnes raisons à ça. Ça risque d'encourager les prises d'otages pour l'avenir. Et la deuxième, c'est que ça peut mettre en danger gravement un certain nombre de gens qui nous ont aidés dans le processus de libération et dont on ne souhaite pas qu'ils soient mis en danger parce que d'abord ça ne fait pas partie des accords que nous avions avec eux et ensuite c'est dangereux pour l'avenir parce que les gens ne nous aideront plus à l'avenir s'ils savent que chaque fois qu'ils nous aident... Parce qu'il peut y avoir d'autres otages, évidemment. Éventuellement. Mais est-ce qu'on peut quand même dire, sans révéler des choses secrètes, qu'il y a eu de l'argent et des prisonniers talibans libérés? Moi personnellement je ne dirais rien du tout, j'ai absolument aucun commentaire à faire là-dessus. Pourtant, ça s'écrit dans la presse, on parle d'un certain nombre de prisonniers. Vous savez, la presse est libre. Oui, oui, oui. Elle peut écrire tout ce qu'elle veut. Et je trouve que vous êtes dans une forme formidable, ce qui est formidable, qui est un témoignage, en tout cas, de votre capacité de résistance. J'essaye de comprendre aussi les choses. Bien sûr, bien sûr. Et je comprends que vous ayez un jugement et des sentiments forts à cet égard, oui, bien sûr. Alors on va s'arrêter sur cette première journée, là où tout bascule, pour rappeler à ceux qui nous écoutent comment vous vous faites prendre, comment vous vous faites kidnapper. En fait, le 30 décembre 2009, nous décidons de tourner sans l'armée française en vallée de Kapisa. Et donc, nous tournons tranquillement une première séquence, puis nous tombons sur un checkpoint de l'armée afghane et de la police, un barrage de la police afghane et de l'armée afghane. Et ensuite, nous allons plus avant parce qu'il devait y avoir un deuxième barrage qu'on n'a pas vu, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Et ensuite, nous avons été enlevés à... c'était quelques talibans qui étaient sur le bord de la route, très discrètement. Ils sont arrivés autour de la voiture, ils ont stoppé la voiture. Et là, nous avons compris par la suite que à ce barrage de la police et de l'armée afghane, il y avait un informateur taliban qui a donné un coup de téléphone au commandant local, qui lui-même a donné un coup de téléphone à ses hommes sur la route, et nous avions été stoppés, arrêtés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pense, Stéphane, à ce moment-là? On se dit, ça y est, on est enlevé, on a peur, ou pas? Bien sûr, c'est un choc. On pense tout de suite qu'on est dans le pétrin. On comprend de suite que cet enlèvement n'est pas le fait d'un gang armé quelconque, mais de quelque chose de plus grave. Moi, j'ai un premier souvenir, un flash. Reza se retourne vers moi et me dit c'est grave, c'est très grave, en anglais. Stéphane se retourne vers moi et me dit on va passer de bonnes fêtes de fin d'année. Il me dit joyeux Noël. Noël venait de se passer d'ailleurs. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait joyeux Noël alors que normalement il devait me dire bonne année. Ensuite, nous faisons une espèce de gymkhana à travers plusieurs villages. Nous sommes emmenés et vraiment exhibés comme des trophées. Plein de gens nous photographient. Menacés avec des gens à côté de vous non, qui pas vous tiennent menacés. en... Non, les gens les talibans nous exhibent dans la voiture. Nous restons dans la voiture. Les villages
villageois qui nous voient semblent un peu interloqués, comprennent ensuite que nous sommes des Occidentaux, commencent à nous photographier pour certains avec leur téléphone portable. Le gymkhana dure à peu près, on va dire, entre 30 et 45 minutes. Et ensuite, nous descendons de la voiture. Et là, c'est vrai, Stéphane me précède de 20-30 mètres. Il rentre dans un enclos et je le vois mis contre un mur. Moi, il me met contre un mur aussi. Je vois des hommes en armes devant nous. Et là, l'espace de 10 à 20 secondes, j'ai un flash, comme dans les films. Est-ce qu'ils vont nous exécuter comme des chiens au pied de ce mur ou pas? Et bon, la peur se dissipe très vite parce que finalement on nous emmène, et on nous emmène dans une maison. Est-ce que vous savez à ce moment-là qui sont vos ravisseurs? Comme tu l'as dit, après cette exhibition un petit peu paniquante, parce qu'on ne sait pas qui est qui, là, un homme assez imposant s'avance et nous dit qu'il est commandant taliban et qu'il prend les choses en main, quoi. Et à partir de là, nous, ça nous rassure, bien sûr, parce qu'il y a une hiérarchie et il y a qu'un visage et quelqu'un qui dirige, parce qu'on n'a pas donné l'impression, lors de toute notre exhibition, que quelqu'un dirigeait quelque chose. Et là, quelqu'un prend les choses en main. Vous n'étiez pas, comme on peut l'imaginer parfois, nous, vu de Paris, dans une grotte avec des combattants, mais vous êtes, vous le disiez, dans des villages le plus souvent. On n'est pas isolé dans une maison perdue au fin fond de la montagne. On est très souvent dans un village, ça c'est vrai, mais en plus on est dans une pièce d'une maison familiale. Et c'est là toute la difficulté pour les talibans, c'est de trouver des maisons qui soient faites ainsi, c'est-à-dire une pièce totalement isolée, où on ne peut pas avoir contact avec le reste de la famille, sauf le chef de famille, qui est souvent un taliban ou un proche des talibans. Donc c'est totalement paradoxal. Alors, dans ces conditions que vous décrivez, qu'est-ce qui est le plus difficile, Hervé? Je crois, avec du recul, avec ces plus de 4 mois de recul, je me dis qu'il y a eu à peu près, en tout cas pour moi, 3 phases. La phase d'abattement au début, et où on se questionne, où on se questionne entre nous. Combien de temps ça va durer? Ça va pas durer très longtemps. On se parle des autres otages dont on se souvient, les otages du Liban, plus récemment les otages d'Irak. Ça a duré 6 mois pour certains. Oh là là, mais non, 6 mois c'est pas possible. Ça a duré 1 an, 2 ans ou 3 ans pour d'autres. Et là, non, on n'ose même pas imaginer. Et on se dit ça va durer 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 15 jours. Et puis ensuite la lassitude arrive. Ensuite nous avons été séparés mi-avril 2010. Moi je me retrouve 8 mois seul entre mi-avril et mi-décembre 2010. Stéphane et Reza sont parfois ensemble, parfois seuls pendant ces 8 mois. Donc c'est vraiment le cœur de la période de détention. Là moi je plonge vraiment dans une période de déprime assez difficile, où là je n'accepte pas ma condition d'otage et je sais que ça va durer longtemps. Et comme le disait fort justement Hervé, on est au sein d'une maison. En fait, on est à côté de la vie parce qu'on entend tous les bruits de la maison. On entend la cuisine, les enfants, les femmes, du bruit dehors, les oiseaux. Mais vous ne le vivez pas, ça. Vous ne le vivez pas. Le soleil sur votre peau, il y a longtemps que je l'avais oublié, quoi. En fait, notre seule sortie, c'est la gestion des toilettes. C'est la nuit, c'est 1 fois par jour. C'est la difficulté de cette détention, quoi. Le peu de nourriture, la gestion des toilettes et l'ennui quotidien. Et on demande, on s'exprime, on demande à ces geôliers, il faut que je sorte, il faut que je mange, ou c'est eux qui imposent leurs règles? On leur demande tout le temps, après ils font ce qu'ils veulent. Mais on les a pas laissés tranquilles, oui. Est-ce que vous entendez parler des discussions, des rendez-vous, des négociations pour vous libérer? Évidemment. Notre seule activité quotidienne, c'est d'avoir des informations sur notre libération. Donc nous les questionnons sans arrêt. Mais très vite, nous comprenons qu'ils ne savent pas grand-chose. Ou l'information part de la vallée pour remonter ensuite dans les montagnes est complètement déformée, quoi. Donc la confiance que nous avions dans nos geôliers était toute relative. On était obligés sans arrêt de faire des recoupements entre les radios, nos discussions interminables sur un adjectif, un article, une négation ou un conditionnel pouvaient nous mener des heures de discussion en étant toujours peut-être pas d'accord. Alors on va revoir ensemble maintenant cette vidéo qui avait été tournée par vos ravisseurs. Est-ce qu'on imagine que oui, vous vous rappelez très bien de ce tournage? Parfaitement bien, c'était le 1er avril 2010 et il était à peu près 17 h, donc on s'en souvient très très bien. Et on bougeait 2 jours après. Et on bougeait 2 jours après, effectivement. Et pour cette vidéo enregistrée le 1er avril, les talibans ont une demande qui est vraiment très précise. Comme la vidéo de janvier 2010 n'avait pas été diffusée par les médias français, ils nous faisaient exiger par notre voix, en français et dans une version anglaise aussi, que cette vidéo soit absolument diffusée sur les chaînes françaises et en particulier sur France Télévisions. Autrement, ils nous exécutaient. Donc dire ça, c'est compliqué.
Est-ce que vous y croyez à ce moment-là? Vous y croyez toujours un peu. Vous ne voulez ne pas y croire. L'après-midi a été assez détendu. La fin de l'après-midi, quand nous avons donc enregistré ça vers 17h, en tout cas pour moi, j'étais assez serein jusqu'à la soirée, mais je vous assure que les 2 nuits qui ont suivi, j'y ai pensé toutes les minutes de la nuit, parce que je me dis, bon, ok, c'est du bluff, c'est pas vrai, ils veulent mettre de la pression, mais qui sait? Alors, il y a toujours cette petite incertitude. De toute façon, dès le début de notre kidnapping, Hervé et moi avons compris quelque chose. Qu'il n'y avait aucun intérêt à nous exécuter. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Ils ont une chance unique d'avoir 2 journalistes français. Ils allaient négocier et demander des choses. Et je me souviens aussi de quand on a tourné cette vidéo, j'allais pas dire, ça n'a pas tourné de bon enfant, mais moi, sérieusement, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas et eux, je pense, n'y croyaient pas non plus. Alors vous faites aussi des rencontres, de drôles de rencontres. Je crois qu'il y a des Tchétchènes qui sont passés par... Non, c'est pas des Tchétchènes en fait. Voilà, c'est le 15 juin. Là, on sent que chez nous. En fait. Voilà. C'est le 15 juin 2011, donc il n'y a pas si longtemps. Là, on sent que les choses commencent à bouger, à évoluer. Donc nous changeons de vallée. Et lorsque nous arrivons dans cette maison, il y a des invités qui ne sont pas prévus. C'est-à-dire, il y a un groupe de talibans qui doit nous recevoir et il y a des voisins qui sont là. Et en Afghanistan, on ne met pas dehors ces voisins. Même si quelqu'un arrive et ne doit pas être vu, ce qui était notre cas. Et donc, pour masquer, pour masquer notre présence, le taliban qui dirige le groupe leur dit à ces 2 villageois qui ne sont là et c'était pas prévu, non, mais vous inquiétez pas, ces 2-là sont des Tchétchènes, ce sont des terroristes tchétchènes et ils viennent ici combattre avec nous et de toute façon ce sont des kamikazes et dans 2-3 jours ils vont se faire sauter. Donc j'ai vu à leur regard qu'ils étaient très dubitatifs. Moi, j'ai pas l'air franchement d'un Tchétchène. Donc ensuite, le taliban dit oui, mais lui c'est un Russe islamisé et Stéphane est un vrai Tchétchène. Il y a eu un doute, mais enfin qu'on soit considéré comme des kamikazes tchétchènes, ça tient quand même. C'est assez ubuesque et des situations comme ça, il y en a eu plusieurs. Alors Hervé et Stéphane, il était évidemment délicat pour vous de repartir en Afghanistan. Vous n'étiez pas forcément contre, Hervé, mais c'était pas possible. Non, moralement, j'étais pas contre. J'étais prêt à retourner en tout cas avec l'armée en Kapisa et à Kaboul. Mais c'est vrai que je pense que mes proches n'auraient pas trop apprécié et France Télévisions ne voulait absolument pas, donc on a passé le relais. Alors Hervé, vous avez passé le relais à Pierre Babé, journaliste de la rédaction spécialiste des questions de défense. Et Stéphane, vous avez passé votre caméra à Denis Bassompierre. On regarde leurs images. Rassemblement. Aujourd'hui, personne ne doit manquer à l'appel sur la place d'armes de la base française de Tora. Ce jeudi 27 octobre est un tournant dans la mission de ces soldats français en terre afghane. Leur chef leur annonce que la mission a changé. Comme nous l'avons tous vécu ici, la première moitié de notre mandat a été caractérisée par la participation à de rudes combats en zone verte et la perte de 2 de nos camarades. Et depuis 1 mois, nous sommes entrés dans une phase beaucoup plus politique, marquée par un objectif clair. La rétrocession de la survie aux forces de sécurité afghanes. Le président de la République, chef des armées, a toujours rappelé que nous n'avions pas vocation à rester dans ce pays. Maintenant, c'est aux soldats afghans de monter en première ligne. Et dans leur base, ils s'entraînent. La mitrailleuse d'Achaka, on la connaît bien maintenant, hein? Vous savez pourquoi on l'utilise? C'est pour tirer loin quand il y a beaucoup d'ennemis. Ici, les instructeurs français sont toujours présents, mais ils ne font plus que superviser la formation des soldats par les officiers afghans. Ils sont très ordonnés, même si ça paraît un peu archaïque pour nous Européens, mais ils sont très ordonnés, ils sont méticuleux, mais ils ont leur façon de faire, qui est peut-être un petit peu déstabilisante au début, mais qui fonctionne très bien. Et sur le terrain, contre les insurgés, comment ça se passe? Premier jour, les tigres ont été guidés par les... Ce colonel rentre d'opération et dans cette mission, la technologie française a été d'un grand soutien pour les 2 armées. Ça va manquer aux Afghans quand vous repartirez là? Ça c'est notre façon de faire la guerre. Les Afghans, ils ont un sens du combat et surtout une mobilité qu'on n'a pas. Nous, vous avez vu l'équipement qu'on porte, donc en mobilité tactique du fantassin, on est vraiment contraint. Donc nous, pour aller là-haut, chargés comme on est, avec l'équipement qu'on a, il nous faut des hélicoptères. Eux, non. Mais pour ces officiers afghans, savoir se battre, ce ne sera pas suffisant contre les insurgés.
Grâce à Dieu, nous allons assumer nos responsabilités en prenant le contrôle du district d'Ouzbin qui fait partie de la province de Kaboul. Si nous, militaires afghans, faisons des progrès, nous pourrons garantir la sécurité de cette zone. Mais nous aurons plus de réussite avec plus d'armes et plus de soldats. L'armée afghane enrôle. Mais ces futurs soldats pourront-ils imposer la paix quand 1 sur 5 fait défection et qu'il y a parmi eux des talibans infiltrés? Officiellement, pourtant, elle est prête à reprendre le flambeau. Au début, l'armée française était devant l'armée afghane. Ensuite, elle est passée aux côtés de l'armée afghane. Et désormais, elle est derrière l'armée afghane en pensant que cette armée afghane peut être en première ligne. Pour l'armée française, même se déplacer est dangereux. À tout instant, les insurgés peuvent attaquer. Comme à chaque déplacement, les blindés sont filmés de haut, surveillés par un drone, un avion sans pilote, capable de repérer l'ennemi. Arrivé à la base, le convoi se met bien à l'abri. L'année 2011 a été la plus meurtrière qu'aient connue nos troupes en Afghanistan. Rien n'est dit officiellement, mais l'objectif numéro 1 est bien clair, s'exposer le moins possible pour limiter le nombre de morts. Les mesures de sécurité ont été renforcées car le danger menace jusqu'à l'intérieur du camp. Tout véhicule ou même les personnels à pied qui rentrent dans la FOB doivent être contrôlés. C'est une menace qui est particulièrement active en ce moment. C'est des camions piégés, éventuellement même à l'insu des personnels civils qui livrent. Quand les camions sont garés à l'extérieur, ils peuvent être piégés par les insurgés. L'armée doit tenir jusqu'en 2014 la date du retrait. D'ici là, les Français risquent de passer plus de temps dans les bases qu'en opération. Ils ont même trouvé un nom, la bunkerisation. Mais comment fonctionnent ces talibans qui harcèlent sans relâche les troupes françaises et les autres? C'est à Paris qu'une vieille connaissance m'apporte un début de réponse. Salut. Grégoire Degnaud est grand reporter et en juin dernier, il réalise un scoop, passer 10 jours avec les talibans. Je suis resté 10 jours sur place avec eux, mais il est clair que pour monter une opération dans une zone où il n'y a que des talibans, c'est long, c'est plus d'1 an de travail. Lors de précédents reportages en Afghanistan, j'en ai profité pour les rencontrer donc à 3 reprises. Grégoire a tourné dans le Kunar, dans l'est du pays, une province aujourd'hui presque entièrement aux mains des talibans. Les Américains sont partis, il ne reste plus un Américain. Plus un Américain, ils avaient 3 bases dans cette zone. Les 3 bases ont été intégralement détruites par les Américains lors de leur départ. Pour ne rien laisser. Et ils ont totalement disparu de la zone. Voici tout ce qui reste de la présence américaine. C'est la base américaine. Grâce à Dieu et au combat des Moudjahidines, ils ont été obligés de détruire leur base de leurs propres mains. Les talibans et leurs alliés sont tous persuadés que très vite, ils vont reprendre le pouvoir. L'Afghanistan redeviendra un émirat islamique où des règles strictes seront appliquées. Descends. Ici, il y a déjà un responsable des bonnes mœurs. C'est le chef de la police, du vice et de la vertu. Bonjour. Remonte un peu ton pantalon. Pourquoi tu te rases la barbe? Oh, comme ça. Voilà. Se raser est un péché capital. Se raser était un usage dans la tribu de Lot qui s'adonnait à la sodomie. Nous ne pouvons commettre pareil péché mortel. En plus, se raser la barbe nous fait ressembler aux femmes. Et cette ressemblance est maudite. Ça fait partie des vices, n'est-ce pas? Tu recommences pas, hein? Oui, oui. Ils contrôlent cette zone, ils sont en train d'instaurer dans cette zone leur système de fonctionnement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette zone, plus personne ne fait appel à la justice qui est dirigée par le gouvernement à Kaboul, mais c'est un taliban qui rend la justice dans la zone. Vous êtes musulmans et frères, il faut que vous trouviez un arrangement. Monsieur le juge, je vous assure que dans cette histoire entre mon frère et moi, votre décision sera respectée. Grâce à Dieu, nous sommes dans un régime islamique. Tout le monde sait que pour tel délit, il existe telle punition. Tout est clair. Et pour cette raison, les gens évitent de commettre des délits. Personne n'agresse personne, personne ne vole, ne viole, ni ne verse le sang. Sous le gouvernement précédent, il fallait aller voir le juge un jour, puis le lendemain le receveur et le sous-préfet, puis le commandant de police, et à chaque fois, il fallait donner 200, 400, 1000 Afghanis. Il y avait plein de problèmes. Une simple affaire de poulet se transformait en affaire de bœuf qui n'en finissait pas. C'était très mauvais. Maintenant, c'est un jugement de musulmans pour les musulmans. Après 6 ans de procédure devant la justice officielle, l'affaire a été réglée en 40 minutes par le juge taliban. Les talibans contrôleraient déjà plus de la moitié du territoire afghan. Et chaque jour, ils progressent. Donc les talibans gèrent tout de la vie quotidienne finalement dans cette zone. Ils gèrent toute la vie quotidienne. Mais il y a une chose qui est absolument hallucinante, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, c'est que néanmoins, il y a toujours de l'argent du gouvernement afghan, allié des Américains, etc., qui arrive chez les talibans. C'est-à-dire que les profs dans la zone qui donnent des cours qui sont conformes à l'éducation souhaitée par les talibans, ces profs sont payés par le gouvernement de Kaboul. Les routes sont entretenues avec l'argent qui vient de Kaboul, les ponts sont reconstruits avec l'argent qui vient de Kaboul, les médecins sont payés par Kaboul. Donc on a une espèce de cohabitation entre les talibans finalement et le gouvernement de Kaboul. Voilà. Ce qui arrange énormément la population. C'est-à-dire que la population est très contente d'avoir la sécurité grâce aux talibans et le respect des traditions. Et d'un autre côté, d'avoir quand même de l'argent qui arrive et que ça puisse fonctionner. Et ça, ils le doivent au gouvernement de Kaboul. Les Américains partis du Kunar, les talibans peuvent mener leur guérilla dans une autre vallée, toute proche, la Kapisa, là où se trouvent les Français. Le fait qu'ils aient conquis le Kunar, qu'ils contrôlent totalement cette province, met sous pression la Kapisa. On voit d'ailleurs que ça s'est dégradé. En Kapisa, il y a eu beaucoup plus de combats. Les Français ont été beaucoup plus sous pression parce qu'ils sont au contact maintenant. Avant, les talibans avaient plus de mal à arriver jusqu'à eux puisqu'il y avait l'armée afghane, les Américains qui faisaient tampon dans cette province du Kunar. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la Kapisa est un peu, pour cette zone nord-est, le dernier rempart avant Kaboul. Pierre Servant nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir Patricia. Vous êtes spécialiste défense, vous êtes évidemment aussi un ancien colonel de réserve. Vous êtes allé plusieurs fois en Afghanistan, c'est un pays que vous connaissez bien. Quand on regarde les images de ce reportage, on se dit que les talibans sont en train de gagner la guerre. C'est pas certain. Ils marquent des points, la situation est extrêmement difficile. Mais en fait, j'ai toujours du mal à parler de l'Afghanistan. J'ai souvent tendance à parler des Afghanistans, car quand ils marquent des points à un endroit, ils peuvent en perdre ailleurs. C'est justement la situation de ces derniers mois. Ils ont été durement frappés, les chefs ont été tués, les groupes de combat ont été affaiblis. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance, quand ils sont touchés à un endroit, à aller frapper ailleurs. Et c'est tout l'enjeu des mois qui viennent, des années jusqu'en 2014, c'est d'arriver véritablement aux endroits où il y a un retrait de l'OTAN, de mettre en place l'ANA, parce que si ce n'est pas la nouvelle armée afghane qui se met en place, ce sont effectivement les talibans qui en prennent. Un point par exemple, depuis 2 ans, les talibans n'arrivent plus à monter de grosses opérations militaires, qui étaient les opérations traditionnelles du printemps, avec 200, 300, 400 combattants talibans. Ils n'y parviennent plus parce qu'ils ont été durement touchés, et donc ils se sont reportés vers les attentats kamikazes, les engins explosifs de bord de route, ce qu'on appelle les IED, qui ont l'avantage, si vous voulez, de maintenir la pression et de permettre un relais médiatique, une pression psychologique très forte, parce que ça touche Kaboul, des centres de commandement ou des personnages symboliques, comme le demi-frère du président Karzai qui a été assassiné. Moi, je dirais Hervé, aussi, vous avez constaté de l'intérieur comment travaillent les talibans, comment ils attaquent les Français. Est-ce que vous avez pu comprendre leur stratégie ? Moi, ce que j'ai pu comprendre après de très longues discussions, entre autres avec un de nos geôliers, c'est que
il gère la pénurie. C'est-à-dire qu'il m'a raconté un jour, il était en train de faire une opération, il avait vidé tous ses chargeurs, il n'avait plus de chargeurs. Et les Français ripostaient, et il s'est mis à prier dans son trou en se disant, mais faites, mon Dieu, il disait comme ça, il nous disait comme ça, notre traducteur nous traduisait comme ça, faites qu'ils arrêtent de tirer, je n'ai plus rien. Parce que à l'arrière, eh bien, ils n'ont pas une logistique extraordinaire. Il manque de munitions de toute façon. Une autre fois, il m'a raconté comment il faisait pour faire croire aux Français qu'ils étaient nombreux. Ils étaient 5 ou 6. Ils se mettent chacun à un poste en hauteur et ils tirent tous en même temps. Mais comme ils sont cachés dans des trous, derrière des murets, etc. Les Français ne savent pas si c'est un tireur, 10 tireurs ou 20 tireurs. Mais... je voudrais juste ajouter, je pense que les talibans ne peuvent pas gagner la guerre, mais en même temps, ils empêchent la coalition de la gagner. Ce sont, si j'ose dire, des empêcheurs de tourner en rond. De faire la paix. Ou plutôt... faire la paix correctement. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est toute leur technique. Il faut quand même pas oublier que les talibans... C'est difficile d'estimer leur nombre, mais les vrais talibans, les combattants à plein temps, sont 15 à 20 000. Ils arrivent quand même à perturber totalement une coalition qui a 135 000 hommes, dont 100 000 Américains, et une armée afghane qui a 200 000 hommes à l'heure actuelle, qui en aura 340 000 dans quelques années. Non, mais on se dit comment, par rapport aux autres qui tiennent tout ça d'une main de fer, on va partir, ça va être le chaos. Alors c'est pas certain. Du côté de la nouvelle armée afghane, c'est vrai qu'il y a des tas de difficultés. Vous avez un taux de désertion. Moi, les chiffres que j'ai sont un peu moins importants que ceux que Pierre Babet a donnés, autour de 10%. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que dans un bataillon afghan, dans ce qu'on appelle un kandak, certains sont très bien tenus par leur chef parce qu'ils sont engagés, ils sont devant les troupes, ils gardent pas les soldes pour eux, et donc ceux-là tiennent la route. Un élément important, c'est que, par exemple, dans la zone française, il y a 3 ans, quand j'étais en Afghanistan, aucune opération militaire n'était montée à l'initiative de l'armée afghane. Aujourd'hui, vous avez 20 à 30% des opérations qui sont montées à l'initiative afghane avec les Français. Le problème de l'armée afghane aussi, et on a été les victimes, c'est qu'elle est truffée d'espions talibans. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est mitée par des gens qui donnent des renseignements aux talibans. C'est-à-dire, ce sont des soldats qui ont l'uniforme de l'armée nationale afghane, mais la tête et vers les talibans. Ce sont tout simplement des espions talibans. Et c'est ça le gros problème de cette armée et de cette police aussi. Alors il faut rappeler que depuis 10 ans, c'est une opération extrêmement meurtrière en Afghanistan. Plus de 30 000 civils afghans ont été tués et environ 3 000 soldats, parmi eux plus de 75 Français. Pierre Servan, on voit que chaque année, le bilan est plus lourd pour la coalition. Comment vous expliquez cela? Nous avons la perception d'une aggravation, notamment parce que beaucoup de Français ont été tués cet été, parce que les talibans font effort sur la zone dans laquelle les Français se trouvent, parce que c'est la voie d'accès à Kaboul. Et pourtant, les chiffres donnés par l'OTAN, et l'OTAN est assez réglo sur ces chiffres, montrent que sur l'année 2010-2011, il y a beaucoup moins d'attaques talibanes qu'auparavant, mais néanmoins, vous avez des morts, et les Français ont été en première ligne sur ce combat, encore une fois, parce qu'ils sont en tampon, en quelque sorte, par rapport à Kaboul. Alors, officieusement, la nouvelle stratégie, la nouvelle consigne qui aurait été donnée au plus haut niveau à l'armée française, ce serait de ne plus sortir pour qu'il n'y ait plus de morts d'ici à l'élection présidentielle. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne suis pas sûr. Enfin bon, il faut comment dirais-je, l'état-major des armées donne un certain nombre d'éléments. Les Français, comme le reste de l'OTAN, veulent absolument aujourd'hui passer la main aux Afghans, et c'est pour ça que vous avez beaucoup plus d'opérations montées par les Afghans eux-mêmes, et c'est assez normal parce qu'il ne reste plus que 2-3 ans véritablement pour que cette armée, avec tant de difficultés et de fragilité, monte en puissance pour assurer sa sécurité. Alors, les derniers sondages le prouvent, l'opinion française est majoritairement hostile à cette guerre. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent pour justifier notre présence là-bas avec des bilans de plus en plus lourds? Moi, ce qui me frappe beaucoup ces dernières années, c'est que nous sommes très sensibles aux éléments négatifs, et il y en a plein. Ça veut dire que sur les difficultés, les morts, les échecs, il y en a énormément. On ne met jamais en avant les aspects positifs. Et la question qu'il faut se poser, c'est on en serait où en Afghanistan aujourd'hui s'il n'y avait pas 47 pays et 150 000 hommes, ce qui, entre parenthèses, est rien du tout pour un théâtre comme l'Afghanistan. Où en serions-nous aujourd'hui? Je pense que les talibans seraient au pouvoir et que la zone serait déstabilisée. Hervé, c'était aussi important pour vous d'aller voir les familles des soldats français. On a donné le chiffre tout à l'heure, plus de 75 morts français. Vous êtes allé à leur rencontre? Bien sûr, oui, je suis allé à leur rencontre parce que
il me semblait extrêmement important de leur donner la parole parce que finalement ce sont des gens, ces familles qui ont perdu des soldats sur place, qui sont endeuillés, qui vivent une douleur extrême. Et puis il y a aussi les familles qui ont eu la chance de voir revenir leurs fils, leurs frères, leurs maris. Et malgré tout, ces gens-là sont aussi très marqués par cette guerre. Et comme ils le disent eux-mêmes, on n'a pas souvent la parole. Alors c'est vrai qu'ils hésitent à prendre la parole par pudeur, parce que ça leur... Peut-être ils trouvent que c'est trop compliqué de parler de l'Afghanistan, que les Français ne savent pas, ne sont pas mobilisés sur ce conflit qui est loin d'ici, à 8 heures de vol, peut-être. Mais en tout cas, quand on leur donne la parole, ils ont une parole très forte et vraiment très intéressante à écouter, vraiment. Et c'est ce que vous avez fait. On regarde la suite de votre reportage. La douleur, la pudeur. Peu de familles de soldats en Afghanistan acceptent de témoigner. Nous avons tout de même pu en rencontrer quelques-unes. Madame Sanchez? Bonjour. Oui, bonjour. Gisèle Sanchez a très mal vécu le séjour de son fils en Kapisa. Lui est revenu vivant d'Afghanistan. Pourtant, elle s'est lancée dans l'écriture. Un livre sur la difficile expérience de mère de combattant. C'est un dialogue que j'ai avec lui au téléphone. Alors je lui ai dit, ça va, tout va bien, comme d'habitude, non? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est l'armée. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il t'est arrivé quelque chose? Non, rien du tout, mais ça ne va pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi on est ici, les missions n'ont pas de sens, elles me semblent arbitraires, je ne vois pas l'utilité. L'opinion générale chez les soldats, c'est qu'on est ici pour se faire tuer pour rien. Mais ils sont pour l'engagement de la France en Afghanistan? Oui, en général, oui, mais sans se poser beaucoup de questions. Ils croient ce qu'on leur a dit au bataillon. Et qu'est-ce qu'on vous a dit au bataillon? Rien, 3 mots, qu'on va aider le peuple afghan et protéger la France du terrorisme. Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des militaires en Afghanistan ou qui en ont eu. Qu'est-ce qui vous fait passer le pas d'écrire un livre, de vous engager à ce point? Moi, je voudrais que, après la lecture de ces livres, les gens se rendent compte qu'il y a 4000 soldats en permanence en Afghanistan, que tous les 6 mois, il y a 4000 familles nouvelles qui vivent, qui sont bouleversées par cet événement, qui vivent dans l'angoisse. Et malgré ce qu'on peut dire et ce qu'on peut lire, ces familles ne sont pas préparées à voir leurs fils rentrer en cercueil. Ils n'ont pas accepté leur choix de leur fils, en tout cas pas tout le monde, et ils n'ont jamais été entendus. Difficile pour une mère d'avoir un fils militaire, surtout en Afghanistan. Donc là, on va à Versailles, c'est ça? Alors entre elles, elles se serrent les coudes. Gisèle Sanchez nous présente une autre mère de soldat, Monique Panezic. Son fils, Jean-Nicolas, est mort en Afghanistan en août 2010. C'était mon fils unique. Et puis maintenant, eh bien, il est dans un cimetière. Le caporal-chef Panezic s'était engagé à l'âge de 20 ans dans le 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Il meurt à 25 ans d'une balle en pleine tête dans la vallée de Kapisa. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Quand on me dit « Vous devez être fier de votre fils est un héros », bah, vous savez, moi, mon fils à sa naissance, j'étais déjà fière de lui, c'était déjà mon héros. Dès que j'ouvre les yeux le matin, mon fils m'obsède. Sa disparition m'obsède. Et puis, on a eu beau me dire qu'il n'avait pas souffert, je me poserais toujours des questions. Est-ce que réellement, il n'a pas souffert? À quoi il a pensé? Est-ce qu'il a eu le temps de penser? Vous voyez, ça sera toujours des points d'interrogation. Et je vais devoir vivre avec ça jusqu'au bout. J'arrive pas encore à extérioriser, mais je ressens de la colère. Elle est là-dedans, elle est enfouie là-dedans. Elle demande qu'à sortir.
Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Il est temps que ça cesse. C'est vrai qu'il faudrait que les troupes rentrent en France, reviennent et reviennent, quoi, qu'ils les fassent revenir. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que mon fils aura été tué pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait plus de morts, qu'ils rentrent tous. Mais tous ceux qui ont laissé leur vie, y compris mon fils, pour moi, ils seront morts pour rien. Des soldats fiers de leur mission, j'en ai rencontré en Afghanistan, comme ceux du régiment parachutiste de Tarbes. Le capitaine Philippe Sango est aujourd'hui retraité de l'armée. En 2009, il était en Afghanistan quand son meilleur ami, Patrice Sonzoni, meurt tué par l'explosion d'une mine artisanale. 2 ans après, Philippe Sango nous reçoit avec la veuve et la fille de son compagnon d'armes. Pour l'officier, mourir au combat, ce sont les risques du métier. C'est le job qui veut ça en fait. Le job veut ça, alors effectivement on ne l'accepte pas, mais maintenant, moi j'ai encore du mal à comprendre que mon copain est resté en Afghan. Mais bon, si je disais ça, il mettrait un coup dans le cul, quoi. Il dirait, c'est le job, quoi. Donc, voilà. Et je pense qu'on en avait conscience, mais en fait, on n'y croit jamais à ça. On n'y croit jamais à ça parce qu'on se dit, avec tout ce qu'on a fait avant, je vois pourquoi ça nous arriverait maintenant, quoi. Pour lui, aller en Afghanistan, c'était sa mission, c'était son travail. Ouais. Il fallait qu'il le fasse. C'était la mission suprême, hein. Ça, comme le disait Philippe. Hein. Je pense que ça sert à quelque chose. S'ils y sont, c'est forcément qu'il y a des raisons. Mais... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ils font leur boulot. Voilà. C'est leur boulot, et s'ils y vont, c'est que ils aiment ça aussi, et voilà. On est fiers d'être désignés pour ce type de mission, d'opération. On a bien bossé, on a fait notre boulot et après les résultats sont difficilement quantifiables. Mais nous on était vraiment dedans, quoi. Moi je suis pas militaire donc je vois pas les choses un peu comme ça sera sans fin cette guerre. On le sait. Donc autant que ça se finisse. Faites-les rentrer. Faites-les rentrer. Limite, ils n'auraient pas dû y aller. Voilà. Pour finir comme on fait, ils n'auraient pas dû y aller. Ou on y va et on va jusqu'au bout des choses, ou alors on ne les envoie pas. Une guerre pour rien? Pour rien, ouais. Vous voyez le résultat au bout de 10 ans, ce que ça donne. Sommes-nous partis là-bas pour rien? Entre la douleur de famille française et un engagement militaire qu'on a vraiment du mal à définir, il y a pourtant 10 ans de présence étrangère et un pays qui a changé. En 2001, pratiquement aucune fille n'était scolarisée. Aujourd'hui, elles sont 3 millions. Pour les garçons, on est passé de 1 à 5 millions. 460 milliards de dollars dépensés par les Américains pour la guerre et l'aide au développement. Des écoles, des hôpitaux, des grands axes routiers rénovés. Alors j'ai demandé à un Afghan, Najib Jambaz, conseiller auprès de la Cour suprême à Kaboul, Bonjour. et à Jean Damécourt, l'ancien ambassadeur de France, si l'Afghanistan peut se sortir d'un conflit où le manque de vision, dès le début, coûte cher aujourd'hui. 2001-2002, au moment où les talibans étaient les plus faibles, on n'a pas assez fait d'efforts. Les Américains sont partis ensuite sur le front de l'Irak, ont un peu délaissé l'Afghanistan. Vous ne pensez pas qu'on a raté une occasion au début? Alors moi, je peux vous répondre de façon catégorique sur ce point. Je suis entièrement d'accord que les Américains, hélas, ont commis 2 erreurs majeures en Afghanistan. La première, c'est d'intervenir trop tard. Ça, c'est vraiment important. Enfin, de prendre la mesure
Sur le plan sécuritaire, on est en train de parler de la question sécuritaire. D'intervenir trop tard et de donner les moyens nécessaires trop tard, avec la doctrine de la contre-insurrection et le surge. Et la deuxième, c'est qu'au moment où ils l'ont fait, il s'est trouvé qu'il y a eu un président des États-Unis, Obama, en 2009, qui a trouvé, pour des raisons de politique intérieure américaine, le moyen d'annoncer en même temps que l'accroissement des forces mises à la disposition du combat en Afghanistan, le départ de ces forces. Et alors ça, effectivement, quand on annonce à une contre-insurrection la date à laquelle on va partir, bah, on peut se dire, c'est assez légitime, qu'elle se dit qu'elle a qu'à attendre, hein, 2 ou 3 ans, et puis l'affaire est réglée. Pendant ce temps-là, les talibans avaient eu le temps de se reconstruire. Évidemment. Et là, je pense, ce qui a été négligé, il y a 2 choses. La première chose, c'est que l'ensemble des efforts ont été concentrés sur Kaboul et sur quelques grandes villes, et on a négligé le reste de l'Afghanistan. Les campagnes et les montagnes. Complètement. Ce qui a laissé encore la place à la présence des talibans dans toutes ces régions qui ont été négligées. Et la deuxième chose qui est aussi importante, on a négligé le lien qui existait entre les talibans afghans et la population. C'est quoi ce lien? Ce lien est quelque chose d'un peu forcé. Là où vous n'avez pas l'ordre, là où vous n'avez pas la sécurité, là où vous n'avez pas la justice, envers qui les gens vont se tourner? Ils vont se tourner vers ceux qui sont en mesure d'assumer votre sécurité, qui est en mesure de faire la justice et qui est en même temps en mesure de défendre vos droits. Donc, les talibans. Est-ce qu'il y a un futur politique possible en Afghanistan sans les talibans? Moi, je vais être très clair sur cette question. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à une solution pacifiée sans intégrer les talibans. Voilà ma réponse. Je sais pas. Je suis entièrement d'accord. La solution politique à la situation actuelle de l'Afghanistan doivent incorporer les talibans. On ne peut pas faire autrement. Dans ce cadre, il n'est pas impensable que les talibans participent en fait réellement au pouvoir local. Une fois qu'ils seront installés dans la gestion du pouvoir local dans des provinces, je pense que leur attention sera plus portée sur la réalité du pouvoir, ses problèmes et aussi ses avantages, et moins sur les combats qui actuellement les opposent. Par quoi on a commencé pour ramener cette sécurité en Afghanistan? Par une guerre. Et on a négligé complètement le côté négociation et l'intégration dans cette négociation des talibans. Et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier un autre point. Les talibans sont plus forts qu'ils n'étaient en 2003 ou 2004, puisque là, ils avaient été complètement affaiblis et chassés du pouvoir. Ils sont revenus aujourd'hui au devant de la scène. Mais est-ce qu'ils sont en mesure de reprendre le contrôle du pays? Absolument pas. Là, non. Aujourd'hui, ils sont en mesure de perturber gravement le pays. Oui. Oui. Mais moi, je voudrais rajouter un autre point. On n'a pas prononcé le mot Pakistan. Le Pakistan est un élément essentiel du soutien à l'insurrection afghane. Les Pakistanais n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une stabilité en Afghanistan. Ils considèrent comme extrêmement dangereux une alliance de l'Afghanistan avec l'Inde, qui existe pourtant, parce qu'ils considèrent qu'elle les prend à revers dans le conflit que le Pakistan a avec l'Inde et qui date de la période de l'indépendance. Et la peur du Pakistan, ça doit être pris en tenaille, exactement, entre l'Inde à l'est et l'Afghanistan à l'ouest. Mais alors, voilà. Au final, en 2 mots, optimiste, pessimiste? Il n'y a pas de solution sécuritaire en Afghanistan. La solution est une solution politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus il y a de gens qui meurent dans la population civile, cela emmène encore un attachement plus important envers le mouvement des talibans. Voilà Hervé, Stéphane, on parle de l'Afghanistan, de cette situation depuis plus d'1 heure. Ça a occupé votre vie pendant près de 2 ans. Est-ce que vous revenez profondément changé de cette expérience, Stéphane? Évidemment, il y a
un avant, il y aura un après. De là à dire que beaucoup de choses ont changé, je ne sais pas, c'est relativement tôt pour le dire. Mais on est très vite rattrapé par les petits tracas quotidiens et le tourbillon de la vie, ça c'est clair. Oui. Hervé ? Oui, je crois que changer, oui. Profondément, je ne sais pas encore. Changer, évidemment, parce que en juillet, je me rappelais les bonnes anecdotes. Aujourd'hui, des choses beaucoup plus dures me remontent. Je ne sais pas jusqu'où. Donc parfois c'est perturbant, j'ai un sommeil agité, bien malin qui pourrait dire ce qu'on appelle le stress post-traumatique, où ça commence, où ça finit, et ce qu'on vit. Je crois que chaque individu est différent, et moi je ne sais pas moi-même ce que je ressentirai dans quelques semaines et dans quelques mois. Vous en avez tiré un message, une leçon pour vous, pour les autres ? Stéphane ? Bien sûr, il est évident qu'on a énormément de monde à remercier. Le premier contact qu'on a eu à notre libération, c'est la DGSE qui a fait un travail formidable. Et l'armée française, on ne le répétera jamais assez, a fait un travail formidable. Les politiques se sont impliqués. Quand on est arrivé ici, qu'on a vu cette foule à Villacoublay, c'était énorme. Évidemment, on dit un gros merci, un chaleureux merci à tous ces gens, bien sûr. Et il y a eu une incroyable mobilisation d'amis, de confrères, mais aussi d'anonymes, de gens qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et c'est absolument incroyable. Et juste une petite pensée, parce que nous, notre cas était très médiatisé. Parfois, ça nous l'est d'ailleurs un peu reproché. Nous sommes journalistes, donc nous sommes dans le domaine des médias, bien évidemment. Mais il reste des otages français, il reste des otages dans le monde, beaucoup d'otages. Et franchement, j'ai une pensée très émue pour eux. Et dès que certains sont libérés, honnêtement, je me sens beaucoup mieux, vraiment. Merci beaucoup Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Vous le disiez, vous êtes là, libres et vivants. Et on n'oublie pas les 5 otages français encore retenus prisonniers dans le monde. J'espère qu'on aura mieux compris ce que vous avez vécu, ce qui se passe dans ce pays, l'Afghanistan, après vos témoignages et vos reportages. Merci beaucoup de votre attention. Excellente soirée sur France 3.